Hola, c'est Ben pour les recettes ludiques et aujourd'hui je vous présente Millenia. Millenia est un jeu de Mike Georgiou et Orestis Leontaritis, illustré par Jelena Pievik et édité par Karma Games. Il est conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1 et 2 heures et une difficulté que j'estime sur BGG à 3,2 sur 5. Notez qu'il s'agit d'une version prototype, le matériel comme les règles sont donc susceptibles d'évoluer. La boîte m'a été fournie en avance par l'éditeur dans le cadre de la campagne Kickstarter, mais la critique est comme d'habitude la plus honnête possible. Millenia est un jeu avec une thématique de civilisation dans lequel il faudra faire le plus de points de victoire possible. Millenia est un jeu d'engine building et de combinaison de cartes avec un mécanisme de vieillissement des cartes. Le jeu est joué en 8 âges ou 8 manches au cours desquelles on va respecter toujours la même séquence de jeu. À l'issue de ces 8 manches, la joueuse ou le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte. Chacune des 8 manches est décomposée en 8 phases. Alors ça peut paraître beaucoup, rassurez-vous, c'est quand même relativement simple, il y a pas mal de phases qui sont notamment jouées en simultané. La phase A est la phase de mise en place. On va placer les technologies de l'âge correspondant, des nouvelles cartes prospérité, merveille et bâtiment. La phase B est une phase de planification qui va se dérouler sur la partie gauche du plateau. Chaque joueur, en commençant par le joueur qui possède le jeton premier joueur pour cette phase, va placer l'un de ses marqueurs sur un des emplacements disponibles du plateau. La zone du haut vous permet de récupérer une des cartes technologies de la ligne correspondante. La zone du bas correspond aux emplacements d'actions spéciales. Ces actions ne seront résolues qu'au moment de la phase F, la phase d'action. Lorsque vous récupérez une technologie, vous la placez dans votre tableau, ce qui ne vous apporte rien de particulier au moment où vous récupérez la techno, sauf pour 4 technologies spécifiques. La technologie armée vous permet de récupérer le jeton premier joueur pour l'âge suivant donc. La technologie ingénierie vous permet de prendre le jeton architecte qui sera un jeton premier joueur pour une phase ultérieure, on y revient. La technologie communication interagit avec la phase de prospérité, la phase suivante qu'on va regarder tout de suite. Et enfin, la technologie énergie interagit avec la phase de revenu qui suit la phase de prospérité. On reparlera de ces deux technologies spécifiques. Sur ces cartes technologies, on trouve aussi la durée de vie de la technologie, donc savoir jusqu'à quelle manche cette technologie restera dans notre tableau, après quoi il faudra la défausser. On voit que la hache va rester au cours de 3 manches dans mon tableau, à l'issue de la manche 3, je devrais la défausser, et chacune des technologies dispose de sa propre durée de vie, comprise entre 1 et 3 âges, et tout ça est récapitulé au dos de votre aide de jeu. Pour terminer sur cette phase, le nombre d'emplacements dépend du nombre de joueurs dans la manche. Chacun des emplacements est unique, sauf le dernier ici qui permet d'accueillir n'importe quel nombre de marqueurs. Une fois que chaque joueur a placé ses 4 marqueurs, on passe à la phase suivante. On passe à la phase de prospérité, la phase C. En fonction des cartes prospérité qui ont été dévoilées au cours de la phase A, chaque joueur qui possède au moins une paire de technologies correspondant aux paires affichées atteint la prospérité et donc va faire progresser son marqueur d'une case sur la piste de prospérité. On avance au maximum une fois sur cette piste au cours d'une manche, ce qui veut dire que si vous faites plusieurs paires, vous n'avancez toujours que d'une seule case. C'est là où la technologie communication est intéressante puisque les joueurs qui possèdent un ou plusieurs exemplaires de cette technologie communication, s'ils atteignent la prospérité, récupèrent 3 pièces pour chaque exemplaire de la technologie qu'ils possèdent. La phase 4 est une phase de revenus. Chaque joueur va faire la somme de tous les revenus qu'il a obtenus en fonction de là où se trouvent ses marqueurs, ainsi que la position de son marqueur sur la piste jaune, la piste de revenus. Ici, pour moi, joueur blanc, ça donnerait 4 plus 5, ça fait au total 9 pièces en revenus. Attention, par défaut, le revenu de 5 pièces est bloqué. Pour pouvoir l'obtenir, il va falloir obtenir un cadenas déverrouillé comme celui qu'on trouve sur la technologie énergie, justement dont on parlait au départ. On trouve également ce cadenas débloqué sur certains bâtiments et on le trouve aussi sur la carte de début de jeu. Donc pour la première manche, l'ensemble des joueurs possèdent cette icône de cadenas débloqué. Pour la suite, pour obtenir ce revenu de 5, il faudra se débrouiller autrement.
La phase E est la phase de construction de bâtiments et de merveilles, c'est à nouveau une phase qui est jouée au tour par tour. En commençant par le joueur qui possède le jeton architecte, puis dans le sens horaire, chaque joueur a l'opportunité d'acheter soit un bâtiment, soit une merveille en payant le coût indiqué en pièces et en récupérant le bâtiment ou la merveille pour le placer dans son tableau de cartes. Notez que l'architecte a une réduction de 3 pièces sur l'achat d'un des bâtiments, donc les bâtiments c'est toute la partie grise, et que les merveilles, ici donc en beige, les merveilles sont soumises à une réduction qui dépend de la piste d'influence, donc c'est une réduction permanente qui concerne les joueurs qui ont atteint les différents paliers. Notez que seules les 2 merveilles du bas sont accessibles puisque ce sont les merveilles de la manche en cours, les 2 merveilles qui sont en haut sont les merveilles de la manche à venir, elles sont placées ici de manière indicative pour pouvoir anticiper justement ce qui arrivera par la suite. Au niveau des bâtiments, on trouve 2 types de bâtiments. D'abord des bâtiments activables, les bâtiments verts et marron. Ces bâtiments sont activables au même titre que les technologies pendant la phase d'action, qu'on va regarder après. Ils disposent également d'une durée de vie, après quoi il faudra les mettre au repos, et on va pouvoir s'en servir une fois par manche. Les bâtiments jaunes et les merveilles fonctionnent de la même façon, eux n'ont pas de durée de vie puisqu'ils n'ont qu'un effet à la fin de la partie qui vous apportera des points de victoire selon différents critères. Chaque joueur a la possibilité d'acheter plusieurs bâtiments ou merveilles, un par un, toujours dans l'ordre du tour, et une fois que tous les joueurs ont passé, on peut passer à la phase suivante. La phase F est la phase d'action. On va donc pouvoir effectuer tout ce qui se trouve sur les emplacements en gris. On a tout d'abord la possibilité d'avancer sur les différentes pistes du plateau central. Pour ça, il faut dépenser les technologies qui correspondent. C'est toujours une combinaison en principe de technologies. Pour dépenser les technologies, il suffit de les faire tourner d'un quart de tour pour indiquer qu'on s'en est servi au cours de cette manche. On peut donc se servir des technologies qu'une seule fois par manche. Sur les différentes pistes, on va trouver des bonus permanents, des bonus immédiats indiqués dans un petit cercle blanc et également des bonus sur ces petits livres ici qui sont pas là pour indiquer que seul le premier joueur aura le droit de les récupérer, auquel cas on enlèverait le petit livre juste après. Non, là ça signifie simplement que ce sont des bonus qu'on va pouvoir renouveler à chaque partie. Donc il y a un petit pool de livres et donc on va en placer sur ces emplacements, mais tous les joueurs disposeront de l'avantage au moment où ils atteindront le livre. C'est également à ce moment-là qu'on va résoudre les actions spéciales qui ont été programmées au cours de la phase B, et on dispose également d'emplacements au bas du plateau. Ici, on a tout d'abord un cadre ici qui concerne la recherche. On va pouvoir dépenser des technologies pour obtenir un nombre de points de recherche correspondant et aller le dépenser pour obtenir le bonus en adéquation. Ensuite, on va pouvoir faire un achat de technologies Joker. Les technologies Joker remplacent n'importe quelle technologie, elles ne sont valables qu'au cours de la manche où elles sont achetées. On peut également dépenser n'importe quelle technologie qui serait un petit peu excédentaire dans notre tableau pour obtenir 2 pièces. On peut toujours combiner 2 technologies de notre choix pour obtenir une technologie Joker, et on peut également obtenir des cartes de diplomatie qui apportent des effets immédiats en dépensant certains types de technologies. Cette phase est jouée en simultané par l'ensemble des joueurs puisqu'il n'y a pas énormément de dépendance à ce moment-là. Les joueurs peuvent réaliser autant d'actions qu'ils le souhaitent dans n'importe quel ordre et ils peuvent même répéter plusieurs fois la même action. Une fois que tous les joueurs ont décidé qu'ils avaient terminé de réaliser des actions, on peut passer à la phase suivante. La phase G est la phase de combat, elle est décrite ici. On va commencer par faire reculer tous les jetons sur cette piste du nombre de cases du jeton le moins avancé. Ici, c'est donc de 2 cases, de manière en fait à ce que au moins un joueur se retrouve à 0. Donc ici, tout le monde recule de 2 cases. Et ensuite, chaque joueur va marquer un nombre de points correspondant à la case sur laquelle il se trouve, moins le nombre de joueurs qui se trouvent devant, strictement devant au niveau des marqueurs, et on peut descendre dans le négatif. Par exemple ici, les joueurs gris et noirs marqueraient 0, moins 2 puisqu'il y a 2 jetons devant eux, donc ils marqueraient moins 2 points. Enfin, dernière phase, la phase H, tous les joueurs vont défausser les cartes qui arrivent en fin de vie. Les cartes technologie sont défaussées et les cartes bâtiments sont mises au repos, c'est-à-dire qu'on les place sur les petites cartes nuit puisque certaines cartes sont susceptibles de scorer sur un nombre de bâtiments que vous possédez. Toutes les technologies et bâtiments restants dans les tableaux des joueurs sont détapés et sont remis à l'endroit de manière à pouvoir les utiliser à nouveau lors de la manche qui arrive.
Une fois qu'une manche est terminée, on en commence une nouvelle en repartant de la phase A, et une fois que les 8 manches ont été jouées, on passe au scoring final. Tous les joueurs vont marquer des points pour leur position sur les pistes de prospérité, de population et de culture. Ils vont également marquer des points pour les emplacements atteints sur les pistes d'influence et de politique. On multiplie ces deux pistes et on obtient un nombre de points de victoire. Ils vont également marquer des points pour les merveilles et les bâtiments jaunes, les bâtiments de fin de partie. Et enfin, le reliquat de pièces offre un point tous les 7 pièces, et toutes les cartes diplomatie qui n'auraient pas été utilisées au cours de la partie offrent 2 points de victoire. À l'issue de cet ultime décompte, le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire l'emporte. Voilà pour la partie règle, on va maintenant passer à la partie critique. J'ai fait au total 6 parties du jeu, j'ai eu un petit peu de temps et puis surtout j'ai énormément apprécié le jeu, donc je l'ai présenté dès que je pouvais. J'ai joué dans toutes les configurations, à 2, à 3 et à 4 joueurs, et donc je vais vous détailler pourquoi je pense que Millennia est un excellent jeu. On va commencer par parler du gameplay. Je voudrais d'abord parler de la mécanique centrale du jeu, à mon sens en tout cas, c'est la mécanique de vieillissement des cartes, avec les durées de vie à la fois des cartes technologie et des cartes bâtiments. Cette mécanique de vieillissement, moi j'adore, hein, c'est un système de construction et déconstruction permanente du tableau. En fait, au cours des 8 manches, vous allez à chaque fois augmenter la taille de votre tableau, puis à un moment donné, à la fin d'une manche, vous allez l'enlever quasiment intégralement, il faudra tout recommencer, et ainsi de suite. Et vous avez toujours des dilemmes qui se posent du style: est-ce que je vais récupérer ces 2 technos-là dont j'ai besoin pour avancer sur telle piste qui se combine très bien avec le bâtiment que j'ai, mais en même temps, ces 2 technos, elles ne sont valables qu'une seule manche. Est-ce que je vais vraiment en profiter? Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans? Est-ce qu'il vaut mieux pas que je prenne des technos qui sont valables plus de manches mais dont j'ai pas forcément besoin? Et ainsi de suite. Voilà, tous ces raisonnements-là, c'est des choses que j'adore. Alors la mécanique de vieillissement des cartes, c'est pas quelque chose de particulièrement nouveau ou original. On le voit dans quelques jeux déjà, mais de toute façon, à chaque fois, que ce soit dans Paper Tales, Ancient Knowledge et dans Teotihuacan dans une moindre mesure, c'est plutôt du vieillissement de dés, mais ça fonctionne quand même. C'est toujours quelque chose que j'apprécie énormément, donc voilà, mécanique de vieillissement des cartes ici, très bien exploitée je trouve. Deuxième chose intéressante dans le jeu, c'est la dualité des phases d'achat, avec à chaque fois un premier joueur qui est contrôlé par les joueurs, par les cartes technologie en l'occurrence. Donc on a un jeton premier joueur pour la phase de sélection des technos et des actions spéciales, et un jeton premier joueur pour la phase de construction. Les 2 jetons sont bien sûr relativement importants et sont contrôlés purement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de je passe le joueur à gauche ou quoi, hein, c'est vraiment on va chercher les technologies en conséquence, et il se trouve que ces technologies sont plutôt impliquées, pas que là-dedans, mais elles sont un petit peu en retrait par rapport aux autres technologies, bien sûr, puisqu'elles offrent déjà cet avantage-là, donc ça ajoute encore un choix supplémentaire. On aurait peut-être pu aller encore un petit peu plus loin, parce que j'aime vraiment bien le contrôle de la séquence de jeu. On aurait pu aller plus loin dans le sens où on aurait pu aussi sélectionner les 2, 3 et 4e places, parce que là au final on a le jeton premier joueur et ensuite on a le sens horaire. Ah, donc on aurait pu creuser encore un petit peu plus cette dimension-là, mais bien sûr voilà, c'est toujours pour aller plus loin, c'est des choix qui ont été faits. Je pense que ça aurait peut-être alourdi encore un petit peu la phase de jeu, comment ça aurait été implémenté exactement je sais pas, mais en tout cas voilà, j'apprécie énormément les phases de jeu qui sont dirigées par un premier joueur qui est complètement contrôlé par les joueurs. Autre point, je trouve que le jeu met aussi les 3 niveaux de décision très en avant, on les voit très clairement je trouve. Donc on a premier niveau de décision, le niveau opérationnel, très court terme, vraiment tout de suite, quasiment instantané, donc on va sélectionner des technologies pour le tour en cours. Phase de prospérité, on doit faire des combinaisons de technologies, des paires de technos. La phase d'achat de bâtiments, puisque bien sûr il y a des combinaisons à trouver entre les technologies et les bâtiments qui sont offerts ce tour-ci. Et la phase d'action, qu'est-ce que je vais réaliser concrètement avec les technologies que j'ai pris. Deuxième niveau de réflexion, on a le niveau tactique. Donc là on va regarder plutôt à court moyen terme, et là ce qui rentre en jeu c'est la durée de vie en nombre de manches des différentes technologies et des différents bâtiments. Donc là c'est qu'est-ce que je vais jouer dans les manches à venir. Et dernier niveau bien sûr de réflexion, le niveau le plus haut, le niveau stratégique, avec la vision à long terme sur
les merveilles, donc merveilles qui vont jouer sur la fin de la partie, on a même un niveau encore plus loin puisqu'on a les merveilles de la manche d'après, et on a également les bâtiments jaunes notamment qui vont permettre de scorer sur des conditions, des critères à atteindre impérativement, ce qui veut dire que je dois me concentrer là-dessus, sinon j'ai vraiment mis de l'argent dans une carte qui me rapportera 0. Donc voilà, on a tous les niveaux qui sont parfaitement mis en exergue. Moi j'aime bien voir ces différentes couches, et là je trouve que on les a toutes à l'intérieur du jeu. Des fois, on manque un petit peu d'axe stratégique, ce qui fait que le jeu perd un petit peu en profondeur, alors que là, on a vraiment les 3 axes, on les voit très clairement, et on peut jouer avec à notre guise, et du coup, je trouve que le jeu est, de par cette évidence, on va dire, des 3 axes, relativement accessible puisqu'on peut décider de jouer quasiment qu'au niveau opérationnel ou tactique. On peut se passer du stratégique, notamment sur la première partie. On va peut-être le mettre un petit peu de côté et essayer de trouver un peu déjà ses repères, mais même par la suite, on peut les ignorer, entre guillemets, dans le sens où le jeu fonctionnera quand même. C'est pas grave. On peut se passer complètement de la partie merveille et de la partie gros scoring de fin, et on peut quand même profiter du jeu pour ce qu'il apporte, et comme ça, je trouve que c'est quand même assez chouette. Autre point à souligner que j'aime assez dans ce style de jeu, c'est que on a besoin de faire une bonne analyse de setup, notamment sur ce qui est présent sur le plateau. Il y a ces petits livres, là, ces petits jetons qui sont interchangeables. Il y en a beaucoup plus que ce qui est nécessaire sur le plateau. Et en fait, avec la disposition de ces jetons, vous allez devoir faire une sorte de chemin, entre guillemets. Ça ajoute en fait des paramètres à vos décisions, dans le sens où forcément le jeton qui va permettre de scorer sur les bâtiments, il va peut-être falloir attendre d'avoir un certain nombre de bâtiments pour pouvoir le passer. Donc peut-être privilégier d'autres pistes avant de privilégier celle-ci. Et vous allez vous poser la question sur tous les éléments en fait qui sont présents, donc tous ces jetons livres qui sont interchangeables sur le plateau à chaque fois. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a également cet élément-là, j'en ai pas énormément parlé, les cartes de recherche, qui sont en fait un avantage permanent. Donc ce sont des cartes qui, une fois qu'on a placé son petit Erlenmeyer dessus, est permanent jusqu'à la fin de la partie. Tous les joueurs peuvent le réclamer. Il y en a également plus que nécessaire dans la boîte, largement. Et en fait, ces avantages-là, on a envie de les chercher au début de la partie, parce que c'est des effets en principe qui se déclenchent à chaque fois qu'on fait un truc, et donc plus on va les chercher tôt, plus on est susceptible d'en profiter, bien sûr. Le problème, c'est que ça coûte quand même assez cher. C'est un axe quasiment de jeu, c'est assez fort, je trouve. C'est avoir les points nécessaires pour la recherche, c'est pas évident. Et bien sûr, vous allez être contre draft sur les technologies qui permettent de le faire. Et donc, c'est quand même, c'est encore un élément supplémentaire. Je dirais qu'il est plutôt au niveau tactique, celui-là, qui est également très très intéressant. Encore un choix qui est mis en face de vous, et donc ça, je trouve que c'est c'est très très chouette. Cette analyse de setup, globalement, moi, ça me plaît énormément au début de chaque partie de faire mon petit calcul et de me dire, alors je vais déjà passer par là, je vais faire ça, je vais faire ci, tout. Juste prendre 2 petites minutes avant de commencer, pendant qu'on fait la première phase B, et puis essayer de voir un petit peu ce qui va être le plus avantageux sur cette partie. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément dans les jeux, ouais. Un autre élément qui mérite d'être souligné, et là j'étais un petit peu plus sceptique en lisant les règles, en tout cas parce que effectivement on a une alternance dans le jeu de phases simultanées et de phases séquentielles où les joueurs vont jouer l'un après l'autre. Les phases simultanées me faisaient un petit peu peur, à vrai dire, notamment la phase d'action qui est quand même un petit peu le cœur du jeu, c'est là où on va mettre en œuvre tout ce qu'on a préparé justement. Le fait qu'elle soit simultanée, ça me faisait un petit peu peur parce que d'une manière générale dans les jeux, j'aime pas trop le fait que chacun fasse son petit truc de son côté et que on soit tous rivés sur notre tableau, et à la fin, hop, on lève les yeux et éventuellement on pose 1 ou 2 questions. T'as fait quoi? T'as fait comment? Machin truc. Bon, je trouve toujours ça un petit peu abstrait. En fait, moi, ça me sort un petit peu du jeu, et j'ai l'impression de me retrouver tout seul à table pendant une période, et ça me plaît pas énormément. Notamment dans les hauts fourneaux, c'est la raison pour laquelle j'apprécie pas, c'est parce que j'adore la première phase, la phase d'enchère est extrêmement bien pensée, je trouve, et ensuite le cœur du jeu et le moment où on passe le plus de temps, en fait, c'est à toute la petite tambouille qu'on met en place derrière, mais chacun de son côté. Et plus personne s'occupe du jeu des autres à ce moment-là, et ça, moi, ça m'intéresse pas. Ici, on a le même système, c'est-à-dire que la phase d'action, c'est quand même chacun fait sa tambouille, et c'est pas, moi, j'aime pas trop ça. Vraiment, cette phase-là, je la redoutais énormément. Ça n'empêche
que j'aime énormément le jeu parce que c'est bien dosé. C'est-à-dire que le cœur du jeu est effectivement dans cette phase F. C'est-à-dire que ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est quand même crucial, bien sûr. C'est là où vous allez faire la majorité, on va dire, de vos points de victoire et de vos différentes actions, de vos avancées sur les pistes. Mais c'est pas ce qui dure le plus longtemps. En fait, vous avez déjà tout programmé. Vous avez fait ça pendant la phase B avec les technologies que vous ramassez, pendant la phase de construction de bâtiments où vous allez préparer en fait vos petits combos, hein, donc tout est paré entre guillemets, il n'y a plus qu'à activer tout ça, bien sûr il y a toujours l'ordre dans lequel vous allez le faire qui mérite d'être un petit peu réfléchi, mais sinon globalement tout est déjà prêt. Dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose de plus à réfléchir puisque vous avez déjà tout planifié, donc moi ça me dérange pas dans la mesure où ça dure peu de temps et c'est quand même relativement facile à suivre et surtout les phases qui sont séquentielles sont beaucoup plus interactives. Il y a une grosse phase de contre-draft au moment de la sélection des technologies et des actions spéciales, même principe sur les bâtiments. Donc voilà, ces phases-là étant très interactives, très intéressantes et quand même relativement longues, puisqu'au final c'est là que les décisions sont prises, la phase d'action, la phase F n'est qu'une phase d'exécution avec très peu de manipulations à réaliser et ben au final ça dure très peu de temps. C'est une phase c'est presque la phase la plus rapide en fait comparée aux phases de draft et de sélection. Donc voilà, ça me convient. Si je devais ajouter un petit élément que j'aime moins dans le jeu, ce sont ces cartes de diplomatie. Ces petites cartes violettes, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est une action qu'on peut faire, on a la possibilité, on dépense une technologie communication et énergie et on va piocher 2 de ces cartes, on en garde une. Sur ces cartes, il y a toujours les 2 mêmes bonus en bas, 3 pièces ou 2 points de victoire, donc c'est toujours les bonus par défaut, on va dire, si jamais la carte vous intéresse pas, et un bonus principal, vous devez choisir entre les 3. Et donc, je trouve que les bonus principaux sont déjà très variables, en fait, ils se valent pas tous du tout, et situationnel, bien sûr, il y a des moments où vous aurez pas du tout besoin de ce qui est proposé. Et puis, moi j'ai un petit peu de mal dans le sens où c'est un élément très chaotique, c'est vraiment une pure pioche de cartes, avec en plus des éléments très variables, très peu équilibrés à l'intérieur. Et au final, je trouve que ça a pas forcément sa place ici. Alors il y a des joueurs à qui ça conviendra, ça peut donner un petit axe, une petite porte de sortie entre guillemets, dans le sens où bon voilà, j'ai récupéré les techno énergie et communication, ça m'a pas donné grand avantage, mais je vais peut-être essayer quand même de tenter un petit peu ma chance sur un truc. Vous pouvez pas jouer qu'avec ça, bien sûr, mais ça vous donne quand même quelque chose d'assez intéressant, je trouve, à aller chercher. Maintenant, si vous tombez sur 2 cartes qui sont pas bonnes pour vous le tour où vous allez les piocher, ça pique un peu quoi, hein, comparé à quelqu'un qui va piocher 2 excellentes cartes, c'est sûr que c'est toujours un petit peu décevant. En tout cas, moi j'ai du mal avec ces éléments un peu plus chaotiques dans un jeu qui est très calculatoire sur la base comme ça, donc voilà, moi je me serais passé de ça. Maintenant, ça me fait bien sûr ultra plaisir quand je vais chercher une carte et que je tombe sur une excellente, évidemment, mais quand je tombe sur des cartes qui me plaisent moins, c'est sûr que c'est quand même beaucoup moins sympa. Donc voilà, un élément un petit peu plus en retrait, une petite réserve sur le jeu. Pour conclure sur le gameplay, on peut parler du rapport temps-profondeur. Sur une partie à 2 joueurs, on a mis environ 1 heure, 1 heure et quart. Les parties à 4 joueurs, on les joue en 2 heures, à peine plus de 2 heures peut-être. Mais voilà, je trouve que c'est extrêmement bien équilibré. Les choix sont particulièrement intéressants et dans un temps qui est quand même assez contenu. On fait 8 manches quand même, donc il faut les sortir. Je trouve qu'on s'ennuie pas. D'une manière générale, je trouve que ça va vite. Il y a 8 phases, ça peut faire un petit peu peur au début, mais franchement ça va très très vite. Les phases de prospérité et de revenus, elles se font en un clin d'œil. Moi je trouve que c'est très bien équilibré. Il y a un petit peu de manipulation de matos. Si vous aimez vraiment pas ça, ça peut peut-être être un petit peu gênant parce que tous les tours, il faut quand même réinstaller les 14 technos, réinstaller les bâtiments, les merveilles, les cartes de prospérité. Ça manipule un petit peu. Bon, si tout le monde s'y met autour de la table, si chacun a une tâche, franchement, ça va tout seul, quoi. Donc, moi, je trouve que ça marche très bien dans l'ensemble et je trouve le jeu très satisfaisant. En fait, pour le temps que j'y passe, je trouve que c'est extrêmement rentabilisé le plaisir que j'en tire. On va passer au point du matériel et des règles. Alors, on va survoler parce que je vous disais c'est un prototype. Le matériel avec lequel j'ai joué est de bonne qualité et de qualité suffisante. C'est-à-dire que ça permet de jouer de manière confortable. On a des jetons en bois pour les joueurs, moi je trouve ça toujours agréable bien sûr. On a des petites cartes. Alors ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus grand, vous voyez.
ces icônes-là qui représentent les technologies. Alors, c'est sympa parce que c'est bien dissocié avec les couleurs et tout, mais les icônes de techno auraient mérité d'être un tout petit peu plus grandes. Ça aurait certainement été un peu plus facile pour les voir quand on est à l'autre bout de la table. Il y a eu un choix de prendre des petites cartes pour pas prendre une place monstrueuse sur une table. Ça, je pense que c'est quand même le bon choix. On aurait pu aussi réduire un tout petit peu la taille de l'illustration. Vous voyez, on est presque à 80% de la carte là, je pense, peut-être même un peu plus. Ça aurait mérité qu'on réduise un tout petit peu l'illustration, qui est pas vraiment nécessaire dans un thème aussi plaqué, et augmenter un tout petit peu la taille de la partie information. Moi, je pense que il faut quand même mieux privilégier l'information. Au niveau des pièces, bah bien sûr, ça c'est un jeu qui se prête très clairement à jouer avec de la pièce en métal. Voilà, sinon dans l'ensemble, je pense que c'est chouette. Ça, j'aime bien, c'est un petit détail. J'adore ce petit sablier en bois. Il est fabuleux, je trouve. Et voilà, je trouve que le matériel, voilà, est tout à fait suffisant, sans prétention, mais permet de jouer au jeu de manière confortable et permettra certainement de faire un tarif qui est tout à fait raisonnable. Sur un jeu de ce calibre, je préfère complètement ça plutôt que d'aller dans des extravagances à la Voidfall que j'ai présenté juste avant. Voilà, je pense que là on est en adéquation en fait avec ce que demande le jeu. Au niveau des règles, on est sur une version draft pour le moment. Je vais pas vraiment m'amuser à commenter ça tout de suite. Ça va certainement beaucoup évoluer encore. J'ai pas eu énormément de questions en lisant les règles. C'est un petit peu, des fois il y a peut-être un peu trop de détails. Je sais pas trop. Je trouve qu'elles sont longues pour un jeu de ce calibre-là. Le point positif, c'est qu'il y a un glossaire qui explique toutes les cartes bâtiments, les cartes technologie, les cartes diplomatie. Globalement, il manque rien et j'ai peu de questions. Si j'ai des questions, en fait, je les ai indiquées à l'éditeur qui a fait les modifications en conséquence. Globalement, je pense que sur les règles, ce sera bien. J'ai confiance en tout cas. Au niveau de l'iconographie, j'ai pas du tout à me plaindre. Je trouve que c'est très clair. En tout cas, moi, c'est le genre de jeu qui me parle complètement. Il y a quasiment que de l'icono. Il y a que de l'icono, il y a pas de texte. Il y a pas du tout de texte. C'est bien différencié, on voit bien ce que les icônes représentent, et ça je trouve que c'est bien. Il y a quand même 14 technologies, hein. Il y a 8 pistes, il y a plein de bâtiments, enfin, il y a énormément de choses concrètement en termes d'éléments de jeu. Je trouve que c'est très bien représenté. J'ai très peu de questions en fait quand je vois tout ça. Par contre, je me dis quand même, c'est pas un jeu qui est fait pour les daltoniens, je pense pas. Le problème, c'est qu'il y a trop de couleurs, en fait, parce que chaque technologie, quasiment, a une couleur. Il y a 3 technos militaires, donc 3 technos rouges. Le reste, elles sont toutes différentes au niveau des couleurs. Ensuite, toutes les pistes ont également une couleur spécifique. Ensuite, il y a les cartes de recherche qui ont encore une couleur. Il y a les 4 jetons joueurs. Alors là, c'est pareil, hein. Bonne chance, entre guillemets, pour les couleurs joueurs. Hein, on a du noir, du beige, du gris et du blanc. Alors, je trouve que ouais, c'est un peu juste, mais en même temps toutes les autres couleurs sont déjà prises, donc bah forcément voilà, il faut s'adapter un petit peu. Bon, là je suis pas sûr que ça convienne à tout le monde, honnêtement. Moi ça me va très bien, je trouve ça clair. Je fonctionne énormément comme ça, hein, couleur, icône, pour moi c'est le truc qui va le mieux. Je pense qu'il y a des gens qui seront perdus parce que ça fait beaucoup, quoi. Hein, c'est énorme. Chaque icône est associée à une couleur. Il faut retenir la couleur, l'icône. Il y a des couleurs qui sont quand même assez proches. Hein, les trucs le céréal là, et la science, c'est 2 cartes vertes. Voilà, il faut arriver quand même à les différencier. Bon, moi ça me pose pas de problème. Il y a une icône qui est différente et tout ça, mais c'est vrai que quand même les 2 verts là sont pas très très éloignés. Bon, ça vous conviendra pas. De toute façon, l'iconographie, c'est toujours un petit peu question de goût, on va dire, mais je trouve que c'est bien fait. C'est soigné, ça a été réfléchi, et pour moi, c'est correctement rendu. Donc, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Au niveau des aides de jeu, alors, j'en ai déjà parlé dans Fiefdom. En fait, on a la même chose ici. Une immense feuille A4 recto verso avec la même chose au recto que au verso, mais en fait je trouve que toute cette partie là A plus B, A slash B, A slash plus, je trouve c'est lourdos tout ça. Alors bien sûr on retrouve un petit peu toute l'iconographie ici, bon c'est quand même l'icône là en dessous il y a écrit Green Building, yes bah oui bien sûr évidemment Green Building mais qu'est-ce que ça peut être d'autre. Voilà, je trouve c'est un tout petit peu
excessif, on va dire, comme maître de jeu, même si ça en aidera certainement certains. Moi, je trouve que c'est trop. Enfin, je veux dire, ça nous donne que très peu d'informations. En plus, tout ça, le fait que ce soit sous forme d'icône, c'est justement ce qu'on utilise dans le jeu. Ça me donne rien du tout de savoir que les 3 petites briques d'or, là, c'est economics. Je sais pas ce que ça m'apporte au final comme information, puisqu'il n'y a aucun texte dans le jeu. Bon, voilà. Si ça vous convient, ce type d'aide de jeu, c'est tant mieux. Par contre, moi, celle que j'aime bien, c'est celle-là, bien sûr, avec le résumé des phases, extrêmement clair. C'est tout petit, très court, et c'est très détaillé, donc moi, ça me va bien. Et bien sûr, ça, hein, pour anticiper justement combien de temps vont durer les différentes technologies. Ça, c'est quand même hyper important. Moi, j'aime énormément cette petite feuille. On va passer à la thématique et aux illustrations. Alors, on va passer tout de suite sur la thématique. C'est extrêmement plaqué, hein. Vous avez vu, j'ai même pas d'histoire à vous raconter au début de la vidéo. Je ne sais pas exactement ce qu'on fait. On construit, on regarde la civilisation d'un œil extérieur à travers les âges. On essaie de construire le meilleur, je sais pas trop. Bon, c'est dans ce style de jeu. De toute façon, vous avez un plateau avec des échelles dans tous les sens. Donc globalement, c'est très abstrait. Je veux dire, c'est le fait de plaquer une mécanique dessus, et notamment une mécanique de type civilisation, qui est une des mécas la plus passe-partout pour moi, parce que de toute façon c'est très abstrait, civilisation, ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire. Donc je trouve que ça marche bien, et moi j'apprécie en fait le fait que la thématique soit en retrait. Ça nous permet de nous concentrer sur toute la partie combo et tout ça, tout en ayant quelque chose d'à peu près cohérent au niveau de ce qui est représenté sur les images. Et ça, je trouve ça assez sympa, même si on s'en occupe très peu, en fait, des images pendant la partie, ça a peu d'importance. Moi, ça me parle. Je saurais pas vous expliquer pour quelle raison, mais j'adore les thématiques de civilisation avec toutes les technos, au travers des âges, les grands bâtiments, les constructions utiles, je sais pas pour quelle raison, moi ça me fascine, tout ça j'adore savoir comment ça a été classifié, comment ça a été réfléchi, quels éléments ont été choisis. Moi ça me plaît, mais c'est full plaqué, je vous le dis tout de suite, vous ressentirez rien du tout dans le jeu, et c'est encore plus forte raison pour réduire ces illustrations là qui sont gigantesques par rapport aux cartes, alors que thématiquement ça n'apporte rien. Pour parler des illustrations, maintenant, voilà, moi je suis toujours à contre-courant là-dessus, j'ai l'impression, de toute façon, moi, j'adore les illustrations de Terraforming Mars, j'adore les trucs qui sont, pour la plupart des gens, très moches, et là, je pense que ça n'échappera pas, hein. Ça fera exactement le même effet que d'habitude. Moi j'aime bien ça, j'aime bien les illustrations du jeu, j'aime bien la boîte du jeu, je trouve que ça rend super bien. Voilà, il y a rien à faire, je sais pas, je dois aimer les illustrations moches, je peux pas vous expliquer, je peux pas vous dire autrement. Moi ça me plaît, ça me parle, je trouve que ça représente très bien les différentes technos qui sont présentées et tout. Moi j'aime beaucoup ça, mais voilà, n'empêche que il y a forcément des gens qui viendront me dire oui, les illustrations sont pas belles, la couverture est affreuse, mimi, j'en connais beaucoup des gens comme ça, et n'empêche que ça fait tout à fait le taf, et que mis à part ce paramètre-là qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le jeu est excellent, donc ne vous fiez pas aux illustrations si vous n'aimez pas ça. Allez-y, vraiment, le jeu vaut clairement le coup. Pour terminer sur les illustrations, et vous savez que j'y tiens, le plateau est recto verso, et non, ce n'est pas le même plateau. Il y a des subtilités, il y a des petites choses qui changent. Honnêtement, j'ai jamais joué sur l'autre plateau. Je me demande est-ce que ça a vraiment un impact important. Je trouve que les différences sont assez subtiles, hein. C'est des emplacements de bonus, c'est une sorte d'ordre sur les différentes pistes et les bonus qui sont accordés. Ça change pas énormément de choses, donc je suis assez curieux de jouer avec pour voir si vraiment la différence se fait sentir ou pas. Donc voilà, il faudrait que j'essaye, mais en tout cas, on exploite tout le matériel. Ça, c'est toujours bien. On parle maintenant des interactions qui sont très présentes, hein, dans le jeu, notamment pendant les phases, les 2 phases d'action, enfin d'achat. La première phase, la phase de draft, où on va sélectionner les technos, et la phase d'achat de bâtiments. Ces 2 phases sont bien sûr cruciales, donc il y a énormément d'interactions, toujours très indirectes, très Eurogame, hein, donc ça c'est chouette, hein, ça rentre bien dans la catégorie qu'on aime bien habituellement. Je trouve que ce qui est important à ce moment-là, voilà, ça va être de bien doser ce que vous mettez dans votre propre stratégie. Est-ce que j'ai besoin de cette techno-là, avec toutes les couches dont on a parlé précédemment, et ce que vous allez mettre contre la stratégie des autres, puisque
il y a bien sûr un contre-draft important qui doit se faire à ce moment-là, mais sur énormément d'éléments. Il faut s'intéresser aux paires de techno de la prospérité, il faut s'intéresser à la partie recherche pour éviter de laisser les combos recherche open. Il faut s'intéresser aux bâtiments qui sont sortis, mais aussi aux bâtiments qui sont déjà présents chez les autres. Il faut s'intéresser aux 2 jetons premier joueur, il faut s'intéresser aux potentiels revenus qu'on va obtenir après. Ça fait énormément d'éléments à prendre en compte, et tout ça bien sûr très interactif, puisqu'il faut toujours essayer de surveiller un petit peu le jeu des autres. Voilà, il y a énormément de choses qui vont entrer en compte pour les choix que vous allez faire, et notamment le jeu des adversaires à ce moment-là doit être déterminant dans les choix que vous faites. Deuxième élément interactif, et qu'il faudra pas non plus ignorer, qui fonctionne d'ailleurs très bien dans le jeu, c'est la piste militaire. Alors, vous vous souvenez, c'est la piste où en fait, à chaque fois, on va redescendre jusqu'à ce qu'un joueur soit tombé... Hop là, on n'a pas besoin de tout du coup. Jusqu'à ce qu'un joueur soit tombé à 0. Et donc, cette piste-là, elle est importante parce que tant qu'un joueur est devant et que personne ne monte dessus, ce joueur-là n'a plus à se soucier de cette piste militaire. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, évidemment, parce que plus vous laissez un joueur devant, plus il marque de points, mais surtout, il vous faudra faire l'effort à un moment donné pour le faire redescendre. Il redescendra pas tout seul. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est que on peut pas l'ignorer, cette piste-là. On est obligé d'en tenir compte et de jouer avec, et donc la piste militaire est en fait un petit peu différente des autres dans ce sens-là, c'est que les autres, on peut dire, bah, je vais pas du tout m'occuper de la piste de population, je vais plutôt me concentrer sur la culture et sur la politique. Non, celle-ci, on est obligé d'en tenir compte, ou alors, ça veut dire que personne ne s'en occupe. Mais alors là, c'est très bizarre dans une partie. Voilà, encore une interaction supplémentaire qui est également, je trouve, très bien pensée. On arrive à la partie rejouabilité, donc énorme rejouabilité au niveau du matériel, on a dit, 2 phases de plateau. Au cours de la partie, au cours de toutes les parties, en fait, vous voyez toujours toutes les technologies, puisqu'on étale systématiquement les 14 technologies de l'âge en cours. En revanche, vous ne voyez qu'une partie des merveilles, vous en jouez toujours 2 sur les 3, une partie des bâtiments, donc là vous avez plus de bâtiments que nécessaire, même quand vous êtes à 4 joueurs, quand vous êtes à 2 vous en mettez moins, mais quand vous êtes à 4, il y a encore des bâtiments surnuméraires, donc ça c'est intéressant. Vous avez également une tripotée de cartes recherche, donc ça c'est vraiment chouette aussi, je trouve que ça donne un axe vraiment particulier au jeu, et bien sûr vous avez le système de livres qui sont étalés sur le plateau de jeu et qui eux sont largement surnuméraires par rapport à ce qui est nécessaire et qui vont faire varier énormément tant dans lesquels vont tomber et surtout dans comment est-ce qu'ils vont être placés les uns par rapport aux autres. Ça, vraiment, je trouve que ça renouvelle à fond le jeu et j'adore ce système. Je trouve que c'est tout simple et c'est bien pensé, c'est vraiment malin de l'avoir intégré là-dedans et surtout avec des bonus qui sont aussi intéressants et qui sont assez équilibrés, je trouve, dans ce qu'ils apportent. Il y a toujours des perspectives, voilà, d'avoir un certain nombre de points ou un certain nombre d'avantages, entre guillemets, et je trouve que c'est toujours intéressant de passer sur un de ces jetons. Il y en a pas qui sont un peu trop situationnels ou un peu trop dirigés sur un axe de jeu en particulier. Non, là c'est quand même assez général, donc je trouve que c'est bien fait. Et bien sûr, la rejouabilité est complétée par les interactions importantes du jeu, donc forcément, 2 parties n'auront pas du tout le même visage. D'ailleurs, le jeu est différent entre jouer à 2 et jouer à 4. Je pense que la meilleure configuration sera peut-être à 3. Allez, 3-4. Je trouve que le jeu présente suffisamment d'interactions pour y jouer à 3 ou 4 et que ce soit intéressant sans que le temps de jeu excédentaire prenne le dessus et que en fait ça devienne ennuyeux. Ouais, je pense vraiment que les meilleures parties c'est à 3 et 4. À 2 c'est sympa, mais c'est un petit peu plus, on se rend les coups. Moi je préfère quand même quand il y a un tout petit peu plus de contraintes sur les décisions, notamment au niveau des technologies. Donc c'est pour ça, je pense 3 joueurs c'est vraiment la configuration indiquée. Je pense que c'est le sweet spot. En résumé, je vous conseille Millennia. Si vous n'êtes pas trop sensible au fait que le thème civilisation soit complètement plaqué, si vous n'êtes pas complètement allergique aux illustrations de la boîte, des cartes, du plateau, de tout ce que vous voulez, si vous aimez bien les interactions de type Eurogame à base de piquage de cartes et de chouinage, non c'était ma carte, il me la fallait absolument, ce genre de choses, et si bien sûr vous aimez les combos de cartes et la mécanique de vieillissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques. Ciao!